Imaginons que vous ayez argent infini. Mais voilà. Non, enseigner n'était pas un rêve, ça m'était mais pas du tout venu à l'esprit. J'avais même pas imaginé ça, un peu comme l'armée, quoi. Il y a un moment, il faut aller au feu quand on est soldat, et c'est les toilettes d'élèves, il n'y a pas de papier de toilette, ça pas de par on leur transmet beaucoup, quand on voit les programmes, c'est hallucinant, il y a une quantité de connaissances, de savoir-faire tout à fait hallucinant. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Signum. Aujourd'hui, c'est notre 4e interview. Et aujourd'hui, ça va être avec le professeur d'SES. La première chose que je vais vous demander, c'est la présentation. Alors d'accord, bonjour, donc Monsieur Ploton, donc, je suis professeur de SES au lycée Maximilien Perret. Voilà, donc j'enseigne dans ce lycée depuis 4 ou 5 ans maintenant. Ok. Bon, du coup, on va passer à la première question, qui est pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Alors pourquoi j'ai choisi ce métier? C'est une très bonne question. Alors moi j'ai choisi ce métier dans un deuxième temps. J'ai travaillé d'abord pendant une quinzaine d'années dans le secteur privé. Et je suis devenu enseignant dans un deuxième temps. Donc c'était pas un souhait de jeunesse, c'était pas une passion de jeunesse qui m'a poussé vers ce métier. C'est plutôt une reconversion à un âge un peu plus avancé, où j'ai eu l'opportunité de faire des formations dans le cadre de mon précédent métier, former des clients, former des partenaires commerciaux, et ça m'a donné le goût de la formation. Et ensuite, j'ai fait un peu d'enseignement dans l'enseignement supérieur, des écoles de finance, des écoles d'économie. Et j'ai pris cette décision donc un peu plus tard dans ma carrière de me reconvertir, de devenir enseignant. Okay. Donc c'est un choix de deuxième carrière. C'est un goût pour l'enseignement. Et du coup, ça rejoint la deuxième question qui est quels sont vos rêves d'enfance? Du coup, j'imagine que c'était pas un rêve. Non, enseigner n'était pas un rêve, ça m'était, mais pas du tout venu à l'esprit. J'avais même pas imaginé ça comme quelque chose de possible. Et donc, c'est venu progressivement. Je sais pas, à partir de l'âge de 30-35 ans. Donc, mes rêves d'enfant, en termes professionnels, moi, j'adorais les maths, j'adorais les matières scientifiques, j'aimais beaucoup l'histoire. Mais je savais pas forcément quoi faire, donc je me suis un peu laissé guider par des choix d'orientation que j'ai pu faire. Et je me suis retrouvé dans le monde de la banque et de la finance, de l'assurance, un petit peu en me laissant guider comme ça. Ok. Voilà. Et du coup, vous imaginez quoi comme métier? Alors j'imaginais quoi? Moi j'avais envie de travailler dans le monde de l'entreprise, j'avais envie d'essayer ça. Globalement, c'est ça qui me motivait. Et mon goût pour les maths m'a poussé vers la finance, le monde de la finance. C'est les maths qui ont un peu guidé mon premier choix professionnel. Du coup, on passe à la troisième question, qui est quelles sont les difficultés quand on est professeur, que ce soit en début de carrière ou au fil des années, quoi. D'accord. Alors, les difficultés quand on est enseignant, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un premier point dont on se rend pas compte quand on fait pas ce métier. Quand on débute un métier classique, on débute tout doucement, c'est-à-dire qu'on nous confie des tâches simples au début, des tâches assez simples, qu'on soit, je sais pas, comptable, contrôleur de gestion, technicien dans le monde de l'aéronautique, ouvrier aéronautique, peu importe, on a des tâches assez simples, puis les tâches se complexifient au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on a des tâches de plus en plus complexes qui nécessitent de plus en plus de compétences. C'est pareil pour les responsabilités, on commence avec très peu de responsabilités, puis petit à petit, au bout d'un an, 5 ans, 10 ans, on a des responsabilités, des sujets beaucoup plus importants, avec des enjeux financiers, des enjeux commerciaux pour l'entreprise. Mais les choses sont très progressives dans l'immense majorité des métiers classiques. Quand on est enseignant, c'est pas comme ça. En fait, le 2 septembre, on vous confie une classe, 3, 4, 5 classes, et vous vous retrouvez devant une classe, vous devez transmettre des savoirs, vous devez transmettre des savoir-faire, vous devez gérer une classe. C'est-à-dire vraiment le premier jour de votre boulot, vous avez des tâches très complexes, des responsabilités très complexes, les mêmes qu'un enseignant qui est dans la pièce d'à côté, la salle d'à côté, qui a 10 ans de métier. Donc la première difficulté, effectivement, débuter n'est pas simple dans ce métier. Parce que du jour au lendemain, on a des tâches complexes, des responsabilités très élevées, qui nécessitent de l'expérience, et on n'a pas encore cette expérience. Donc la première difficulté, c'est débuter dans ce métier. Alors, on passe tous par là, c'est un peu dur, et puis on apprend et on développe les outils très rapidement pour débuter. Mais ça, on s'en rend pas compte quand on n'a pas connu ce métier, on n'a pas cette notion. Même si on a fait la formation, rien ne vaut l'expérience. Oui, et la formation est un peu désarmante au sens où on nous explique que de toute façon, il faut passer par ça, ce qui est vrai. La formation a beaucoup varié depuis 10-15 ans, mais on n'a jamais trouvé la formule magique pour former au mieux les futurs enseignants. Faire une analogie, c'est un peu comme l'armée, quoi. Il y a un moment, il faut aller au feu quand on est soldat, et c'est un petit peu pareil ici.
toute proportion gardée bien sûr. Mais voilà, la formation prépare, la formation prévient, mais ne remplace pas la mise en action, quoi, Donc ça, c'est les difficultés pour débuter. Après, les difficultés, après on découvre plein de choses. Après, il faut s'adapter. Après, il faut jamais se reposer. Il faut toujours se remobiliser, toujours innover dans ses cours. Faut rester curieux. Ce qui marche pour une classe marche pas pour l'autre. Des fois, on fait le même cours, on a deux demi-groupes qui suivent, et ce qui marche pour un demi-groupe ne marche pas pour le demi-groupe d'après. Alors, pourquoi? On n'en sait rien. Mais les choses sont. Il faut s'adapter à chaque classe. Il faut s'adapter à chaque classe. Enseigner, c'est une interaction, et les choses sont mouvantes, les choses sont pas stables. Donc il faut toujours s'adapter. Il faut toujours essayer de trouver la meilleure formule pour faire passer une notion, un mécanisme, etc. C'est vrai qu'à chaque fois, en tant que professeur, j'imagine qu'il faut toujours innover, toujours trouver un nouveau moyen de mieux enseigner à cette classe ou à cette classe. Oui, à cette classe ou à cette classe, à ce groupe d'élèves ou à cet élève-là, hein, ce qui va marcher pour l'un va pas marcher pour l'autre. Donc il faut se mettre en tension un peu permanente. On peut pas réciter un cours, on peut pas prendre un cours déjà fait par un autre, par un manuel. On est obligé de s'approprier les choses et de les adapter en permanence. Autrement, ce serait comme, je sais pas, comme un cuisinier qui sortirait du surgelé, quoi. C'est pas pour ça qu'on fait ce métier. Donc, on réadapte en permanence. On essaye de trouver les bons réglages. Et je discutais avec mon ancien formateur qui va prendre sa retraite à la fin de l'année. Et encore, pour sa dernière année, il a toujours cette tension de trouver la meilleure façon de faire passer le meilleur message, quoi. Est-ce que vous avez eu des petits problèmes avec des élèves ou pas? Ça arrive d'avoir des tensions. On n'a pas de tension avec une classe. On peut avoir une tension avec un élève. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut mieux passer avec certains élèves qu'avec d'autres. Ensuite, il y a des méthodes en étant le plus juste possible et en disant les choses de manière assez directe. Quand il y a un problème, là tu as fait ça, tu ne dois pas faire ça, ce comportement il n'est pas normal, la règle c'est ça. Si tu recommences c'est ça, et puis en appliquant les sanctions qu'on présente. Dire les choses en face, prévenir qu'on va prendre une sanction pour telle raison, en restant calme, surtout en ne s'énervant pas, rester calme. Ça atténue les tensions. Ensuite, il y a toujours des tensions, il peut toujours y en avoir. Quand on prend une classe, les premiers mois sont importants pour bien mettre en place le cadre. Et puis, toujours des élèves qui testent le cadre. Et dans ce cas-là, il faut savoir répondre à ça. Ok. C'est très intéressant. C'est à peu près les mêmes difficultés que les autres professeurs. Hein. Oui. Au début de la classe, c'est toujours lié au fait qu'on soit devant une classe. Personne n'a l'habitude d'être devant une classe, surtout des adolescents, quoi. Donc, c'est vraiment unique en fait comme métier, je trouve. C'est un métier assez unique. En fait, c'est un métier qu'on croit connaître parce qu'on est tous allés à l'école. Donc tout le monde pense savoir ce que c'est comme métier, et c'est trompeur parce que moi-même je pensais savoir ce que c'était comme métier. J'en avais fait un autre avant et je me suis aperçu que c'est un métier qui est vraiment à part. C'est un métier un peu de scène, c'est-à-dire qu'on monte un peu sur scène, l'estrade un peu notre scène à nous. C'est un métier où il faut donner beaucoup d'énergie. On n'a pas le droit de ne pas être bon, quoi. Il y a chaque cours, on se donne pour chaque cours. On est parfois un peu moqué sur le fait de ne faire que 18 heures de cours, mais c'est comme un acteur de théâtre, il peut pas faire 35 heures de représentation. Il y a trop de tension et d'énergie à apporter, sans parler des préparations avant. Donc c'est un métier c'est un métier d'énergie. Oui, déjà il y a le fait de parler toute la journée, être debout, préparer les cours et corriger les copies. Enfin, il y a tellement de choses. Oui, il y a tout ce qui est à côté, le travail un peu invisible qui est à côté, et ce besoin d'animation, ce besoin de gérer une classe, ce besoin de gérer cette interaction permanente, qui n'est pas toujours simple. Les enseignants plus chevronnés disent que les jeunes sont plus durs aujourd'hui qu'avant, je ne vais pas en juger, mais globalement, il faut être très présent pour essayer de gérer la classe au mieux. Okay. On peut pas lésiner sur l'énergie. Ok. Bon, du coup, on passe à la prochaine question. Est-ce que vous avez des activités hors de l'école? Alors, est-ce que j'ai des activités hors de l'école? Oui. Les enseignants ont une vie aussi. Oui. Oui, activités familiales, activités sportives, culturelles.
des loisirs, des vacances. Vous avez des exemples ou pas? Oui, du vélo, beaucoup de vélo, Ok. des sports de montagne, et puis s'occuper de sa famille, ce qui peut prendre aussi, Ok, aussi ouais. pas mal de temps. Voilà. De la lecture, non, je sais pas. Alors, de la lecture, oui, beaucoup de lecture. Beaucoup de lecture dans mon domaine, lecture de journaux, d'actualité économique. Alors, moi, je suis plutôt économiste de formation. Donc, beaucoup d'intérêt pour tout ce qui tourne autour de l'économie. Ok. Des newsletters, des journaux, etc. Ok. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer ce travail? Qu'est-ce qui me pousse à poursuivre, à continuer? C'est le goût pour la transmission, transmettre des connaissances, transmettre des savoir-faire, transmettre le goût d'apprendre, transmettre la curiosité, transmettre le goût pour les matières, hein, que j'enseigne. Apprendre aux élèves à progresser, enfin les faire progresser, leur apprendre à apprendre, Ouais. les autonomiser dans ce domaine. Ok, donc c'est encore une fois, c'est les élèves. Oui, c'est les élèves, c'est cette interaction, ce rapport aux élèves, et les faire progresser. Voir le niveau de départ importe assez peu. On prend les élèves tels qu'ils sont, ou qu'on soit nommé, quelle que soit l'école, le cadre où on est nommé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la progression. Ouais. C'est ça qui est fondamental, quoi. C'est vrai que c'est une bonne motivation pour les profs. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, dans des bureaux, ils sont tout le temps avec des mêmes personnes, peut-être qu'ils les aiment pas et tout, alors que vous, voilà, vous avez plein de gens à chaque fois, différents, des élèves. C'est un métier de relation, c'est un métier dans Ouais. l'humain, c'est un métier d'interaction. Alors on maîtrise jamais tout dans une interaction, hein. C'est le principe d'une interaction. Mais c'est ça qui rend ce métier vivant. Ok, donc en un point, ce serait les élèves. Les élèves et puis les faire progresser. Ok. Les élèves et les faire progresser. Ok. Bah là, du coup, ça, encore une fois, ça répond un peu à la question que je vous posais. Quel est le but du professeur? Oui, le but c'est accompagner, hein, c'est Ok. accompagner, donc, comme on disait, les élèves. Et c'est vrai qu'il y a tous ces savoirs, hein, et on leur transmet beaucoup. Quand on voit les programmes, c'est hallucinant. Ouais. Il y a une quantité de connaissances, de savoir-faire tout à fait hallucinante, avec un petit défaut, c'est qu'on a une approche très académique. Hein, on fait des listes de connaissances, des listes de savoir-faire qu'il faut, voilà. Mais on passe 99% du temps à transmettre ça et peut-être 1% du temps à apprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on révise un devoir? Comment on fait une fiche de synthèse? On est très centré, en France peut-être ailleurs aussi, hein, sur cette accumulation de savoir académique, mais moins sur comment on fait. C'est vrai, je sais pas si dans vos formations en France c'est comme ça, mais dans les pays du Nord, genre Finlande, ils apprennent, les formations pour les professeurs, ils apprennent à apprendre aux élèves dans un monde numérique, digital. Ils prennent en compte tous les facteurs extérieurs qui peuvent les distraire, etc. Et ils leur apprennent à capter l'attention des élèves, etc. Alors, les Finlandais sont en pointe, hein, en termes de pédagogie, ils sont en pointe sur beaucoup de choses. Ils innovent beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'innovation en France. Hein, moi qui ai quitté l'éducation nationale après la terminale, je suis revenu à peu près 20 ans après. Voilà, ce n'est plus le même monde. Hein. En 20 ans, les choses ont énormément changé. On s'en aperçoit pas forcément à l'extérieur. Donc il y a de l'innovation, il y a du mouvement, il y a du changement. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, évidemment. Beaucoup à faire en termes de pédagogie. C'est pas évident de changer les choses. Hein. C'est une grosse administration, hein, l'éducation nationale. Ouais, il faut aussi beaucoup investir. Et il faut beaucoup investir. Et ça dépend de l'État. Et là, l'investissement dépend de l'État. L'investissement dépend de l'État et sans doute une question là-dessus. Est-ce qu'on investit assez dans l'éducation? La réponse qu'on peut donner, c'est un chiffre. Hein. La France investissait 6% de son PIB dans l'éducation il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est 5%. Okay. Un point de PIB, c'est à peu près 20 à 25 milliards d'euros. Donc on dépense une bonne vingtaine de milliards d'euros en moins aujourd'hui pour l'éducation au sens large qu'il y a 20 ou 25 ans. Alors que le nombre d'élèves n'a pas cessé de progresser, au contraire. Okay. Pourquoi? Pour des raisons des problèmes de difficultés budgétaires, où on s'est dit qu'on allait couper un certain nombre de dépenses, comme dans le domaine de l'hôpital. Ok. Bon, bah, du coup, la fameuse question, encore une fois, quel est votre ressenti par rapport au système scolaire? Alors, le premier ressenti, c'est le manque d'investissement. Il y a un manque d'investissement évident. C'est un problème sociétal, c'est un problème politique. Qu'est-ce qu'on va investir pour les futures générations?
La question mérite de se poser. Ouais. Quand on a voulu sauver les banques en 2008, on a dépensé énormément d'argent. Quand on a voulu mettre fin à la crise du Covid, ou du moins la gérer au mieux, on a mis énormément d'argent. Qu'est-ce qu'on veut à titre sociétal pour l'éducation des jeunes? J'ai des amis qui vivent dans d'autres pays européens, par exemple en Suisse, en primaire ils sont 15 par classe. Ils sont 15 par classe avec des dédoublements. Parfois ils sont que 7, que 8 sur des activités particulières, avec des intervenants extérieurs qui viennent de manière très, très fréquente. Et ils sont plus efficaces. Et c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est forcément plus efficace quand on est 15 pour les apprentissages. C'est forcément plus agréable d'enseigner ou d'étudier. C'est forcément, voilà, tout fonctionne forcément mieux. Tout est plus simple. Tout est plus simple. Les élèves progressent beaucoup plus vite. Ils sont beaucoup plus autonomes. Ils sont plus tournés vers le savoir. Donc ça joue beaucoup. Okay. Combien on est par classe? Animer une classe de 35, animer une classe de 23, c'est différent pour l'enseignant. C'est beaucoup plus agréable pour l'enseignant, mais c'est aussi beaucoup plus agréable pour les étudiants, pour les élèves. On peut faire des choses personnalisées, on peut régler des problèmes spécifiques à un élève, un petit groupe d'élèves, qu'on ne peut pas faire à 35, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on veut investir dans l'éducation? Qu'est-ce qu'on veut pour les générations futures? C'est une question. Et en face, il n'y a pas de secret, il faut mettre de l'argent. Donc, c'est un choix politique à faire. Et aujourd'hui, le choix politique, il a plutôt été de désinvestir plutôt que d'investir. Et vous trouvez que c'est un bon choix ou pas? Il faut investir. Il faut ne pas se poser la question. On doit investir sur la jeunesse, on doit investir sur l'avenir. C'est fondamental. Ensuite, bien sûr, il faut réfléchir quelle pédagogie, quelle organisation, autonomie, pas autonomie. Mais si vous êtes passé à une classe de 35, vous ne ferez pas du bon travail. Les choses passeront beaucoup moins bien. Si vous êtes passé à une classe de 20, de 25 élèves, c'est totalement différent. Les expérimentations qu'il y a eu dans les REP et les REP+, qui consistent à dédoubler les classes de grande section CP, CE1, sont depuis quelques années. Donc ça, c'était une très bonne mesure. Les résultats sont très intéressants, semble-t-il, en termes d'apprentissage, en termes d'ambiance de classe, en termes d'ambiance d'école. Donc c'est remarquable, ça semble remarquable en termes de résultats. Maintenant, il faudrait le démultiplier, notamment au primaire, et puis on peut ensuite dans le secondaire. Parce que moi, j'ai un exemple. Alors, je citerai pas les noms, hein, oui. Mais c'était l'année dernière, je dirais pas le cours pour pas donner d'indice, mais le prof nous a divisé en 15 et 15, et on devait faire un travail de groupe comme ça. 15, d'accord. Et c'était une catastrophe en fait, parce que à la fin, on n'arrivait pas à se répartir la parole. On n'a même pas travaillé parce que personne ne voulait travailler. On est à 15, on parle de nos vies, etc. C'est trop mal passé, quoi. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on peut traiter dans un petit effectif. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut détecter, il y a beaucoup de choses qu'on peut réparer. Mais c'est plus la même chose dans un gros effectif. Voilà, il n'y a pas d'études qui le montrent, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont prouvé ça, mais l'expérience de terrain le révèle assez facilement. Okay. Il y a ce type d'investissement, il y a d'autres formes d'investissement auxquelles il faut réfléchir. Les locaux, je sais pas si ça se voit, mais c'est pas extraordinaire. Dans ce lycée, en tout cas, oui. Voilà, les toilettes d'élèves, il n'y a pas de papier de toilette, il n'y a pas de porte qui ferme. Il y a quand même des choses qui vont pas. Et puis, il y a des problématiques de salaire, notamment dans le primaire, des salaires d'enseignants dans le primaire, où il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à attirer des enseignants dans le primaire. C'est-à-dire que il y a des académies, je ne citerai pas non plus, où le concours, les notes qu'elles en prend des enseignants sont extrêmement basses. Extrêmement basses. C'est que les salaires sont bas, alors par exemple, encore une fois, je crois que c'est en Finlande, hein, déjà les profs ont le même statut pratiquement qu'un avocat, et en plus, ils ont des bons salaires. Alors aujourd'hui, il y a un mix qui va pas entre le salaire, les conditions de travail, le temps de travail. Si c'était satisfaisant, on trouverait beaucoup de candidats. Aujourd'hui, vu qu'on trouve très peu de candidats pour faire ça, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Et si la qualité des candidats n'est pas bonne, la qualité des enseignants ne sera pas bonne derrière. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses qui ont commencé à être faites. L'éducation, on commence à parler d'éducation dans la campagne électorale. C'est plutôt une bonne chose, il faut voir ce qu'on en sortira, mais ça veut dire que ça vient à l'agenda politique. Parfait. Et du coup, si vous étiez ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous ajouteriez? Indéniablement, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça. Imaginons que vous ayez argent infini. Mais voilà, il faut redonner plus de moyens
mettre une limite aux effectifs, notamment en primaire, mais même au collège, même au lycée. Donner de l'autonomie, pourquoi pas, permettre une certaine autonomie, c'est très bien. Mais pour moi, le vecteur de qualité, la source de qualité, c'est le nombre d'élèves qu'on a face à soi. Quand on a 20, 25 élèves, on fait un travail de très bonne qualité. Quand on a 35 élèves, des collègues qui ont 37, 38 élèves, ce n'est plus possible. Donc vraiment, le nombre d'élèves dans une classe, c'est fondamental. Pour moi, c'est le déterminant principal de la qualité. De la qualité de l'enseignement. Après, il y a bien sûr plein de paramètres, la formation des enseignants, faciliter ou favoriser le travail des équipes enseignantes, le travail collectif, etc. Il y aura plein de choses. Ouais. Mais ça, c'est l'élément numéro 1. C'est l'élément numéro 1. Ensuite, il n'y a pas que les enseignants, il y a aussi il y a le nombre de surveillants, le nombre d'assistants d'éducation qui participeront à ce qu'il y ait une ambiance apaisée dans un collège, dans un lycée. Mais c'est le taux d'encadrement qui va déterminer la qualité. C'est pareil dans le milieu hospitalier. C'est le nombre de patients par infirmière ou d'infirmières par patient qui va déterminer la qualité. On voit l'exemple en ce moment avec les maisons de retraite. C'est le taux d'encadrement qui fait la qualité. On est un métier où il n'y a pas forcément de gain de productivité. Mon travail, je ne suis pas plus productif moi que ce que l'était un enseignant il y a 20, il y a 30, il y a 40 ans, ce qui n'est pas le cas des autres métiers. Et dans ce métier, il n'y a pas de gain de productivité. La seule façon de jouer sur la qualité, c'est ça. Ok. Alors on va faire une petite dernière question, ou deux, pour aller rapidement. Alors déjà, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux adolescents, aux étudiants, ou à votre vous de 15 ans? À mon moi de 15 ans, intéressant. Le conseil que je donnerais, c'est d'être curieux. En étant curieux, on découvre les choses. En étant curieux, on s'ouvre à plein de choses inconnues. Donc c'est surtout d'être curieux. C'est fondamental. C'est le moteur de la curiosité, c'est le moteur du développement et de l'intelligence. Être curieux en toutes circonstances. Ça peut être en visitant une ville, ça peut être en se baladant dans une forêt, ça peut être en ouvrant un bouquin. La curiosité, elle est à tous les niveaux dans la musique. Être curieux. Et puis oser des choses, oser les obéir intelligemment, mais oser des choses. Ok. Un livre, un film, une série, une citation qui vous inspire. Chose qui, je sais pas, peut-être a changé votre vision du monde ou accompagne votre comportement, je sais pas. C'est compliqué là. Quand j'avais la question, j'avais une citation de Gandhi qui était tout ce que nous ferons sera dérisoire, mais il est absolument indispensable de le faire quand même. C'est à peu près ça. Ouais. Donc ça me paraissait intéressant. Même si on pense qu'une chose n'est pas si importante que ça, mais va dans le bon sens, faut la faire, même si la contribution est minime. Ok. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview, c'était très très intéressant. Merci à vous. Et bon bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine interview.